Présentons les 3 vraies voix maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Ils ne font pas le pont, ils ne prennent pas le train et scrutent l'évolution de notre société avec passion. Ils sont donc là. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, auteur de Me Too Much aux éditions Héliopole. Bonsoir, cher maître. On dit toujours cher maître parce que non, c'est fini. Non, je n'ai jamais été avocat. Non, mais René est un puits de science. Oui. Et il voulait prendre la parole sans que je l'ai encore présenté. Alors je me lance. Ça, c'est un risque avec lui. C'est un risque avec lui. Nous recevons, chers auditeurs de Sud Radio, l'immense René Chiche, rédacteur en chef du groupe Entreprendre. Très bien. Vous entrepreniez de prendre la parole avant que je vous ai présenté. Allez-y maintenant, bonsoir. C'est un très bon livre. Messieurs, vous êtes accompagnés par Abel Boilly, président de Tous Unis. C'est évidemment l'association qui est hyper sollicitée en ce moment. On vous voit partout, Abel Boilly. La jeunesse va mal, on vous appelle. Donc exactement. Nous, on vous appelle parce qu'on allait mal aussi. On avait besoin de vous. Quel honneur. C'est vrai. Et c'est toujours un immense plaisir d'être parmi vous, en tout cas. On l'a vu au Crazy Horse Saloon hier soir, d'ailleurs. Oui, il a pu distraire nos heures pour venir au vrai voix, tout de même. Mais un peu se relaxer, quand même. Ouais, Abel. Je savais qu'il vous ferait votre fête, Abel. Là, je suis sur mes gardes aujourd'hui. Mais derrière les intentions, il faudrait des moyens. Oui. Et ça, je trouve qu'on nous en a beaucoup enlevé et qu'on continue de nous en enlever en disant que de toute façon, en fait, l'État en fait se désengage complètement. Voilà mon coup de gueule. Et encore, je le dis calmement. Oui, non, mais il est très. Vous savez, quand on est calme, finalement, on se fait entendre un peu plus et un peu mieux. Et ça a été votre cas, Florence. Alors, sur ce sujet, on va essayer d'y revenir tout au long de l'émission de manière. Je pense qu'Abel est parfaitement qualifié. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai. Abel en parlera parce qu'on y reviendra tout à l'heure. Mais oui, peut-être juste un mot, Abel Boilly. C'est quand même déjà, et Florence le dit, une question de moyens. C'est une question de moyens et c'est une question d'engagement de l'État, et je dirais plus d'une volonté convictionnelle quant à la société que l'on veut créer. L'école fait partie, et l'éducation nationale fait partie de ces mammouths malades en réalité, où il manque de moyens, il manque de personnel. Non seulement vous avez le personnel professoral, mais aussi vous avez le personnel médical, psychologique, voire psychiatrique qui manque. On sait la problématique de la santé mentale de nos jeunes, amplifiée par les réseaux sociaux et la sortie du Covid qui a créé des situations vraiment dramatiques. Et c'est vrai qu'il y a un manquement, mais la question qu'il faut poser aux politiques, c'est quelle vision de la société veulent-ils vraiment pour notre jeunesse? Vous avez vu René pour votre première avec Abel, hein, il est fort Abel. Ça va être dur. Je suis tout à fait d'accord avec madame. Florence, on vous mettra en relation avec Abel, hein, tous unis qui vont dans le sens de ce que vous dites, Florence. Non, on peut rien dire, nous, là. On a le droit de rien dire. Non, parce qu'en fait, on est juste nus. Là, on doit. Une émission spéciale Abel, quoi. Non. Si vous devez prendre le train, nous vous posons la question sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Alors, encore une fois, ce n'est qu'une consultation, mais vous êtes quand même nombreux. Donc, à la question, la grève SNCF la semaine prochaine vous apparaît. Alors, ceux qui pensent qu'elle est souhaitable sont 8%. Ceux qui pensent qu'elle est compréhensible, 17%. Ceux qui pensent qu'elle est injustifiée, 26%. Et ceux qui pensent qu'elle est condamnable, 49%. Ça plante le décor pour accueillir notre invité, Fabien Villedieu, le secrétaire fédéral du syndicat Sudrail. Moi, vous savez, vu le nombre de mensonges qu'on fait sur la SNCF et les cheminots, et puis pas depuis 15 jours, hein, depuis des années et des années, vous vous rendez compte qu'il y a encore des gens qui pensent que les cheminots, on a la prime charbon. Aujourd'hui, nouveau mensonge du ministre des Transports, hein, qui est censé quand même connaître un peu son dossier, où il explique sur BFM que les cheminots, les jours fériés et les dimanches sont payés double, ce qui est complètement faux. Voilà. Autre question, Abel Boilly. Alors moi, avant de poser ma question, j'aimerais dire une chose, faut que le politique arrête d'essayer de faire passer les cheminots et le personnel de la SNCF pour des imbéciles. Quand on arrive à des mesures aussi importantes que des prévisions de grève qui vont porter préjudice aux voyageurs, faut pas croire que ça se fait en un claquement de doigts. Avant, ça a discuté. De discussion. Donc voilà, donc je parle sous le contrôle de monsieur Villedieu. Et puis il y a les points aussi, il y a la question des plannings, où effectivement il y a trop de changements à la dernière minute, comme si les salariés étaient des
des pions. Il y a la question des salaires. Il me semble que la SNCF a fait une mauvaise communication en disant que les salaires avaient été augmentés de 2,2%, sans prendre en compte qu'il y avait une augmentation automatique de 1% déjà cette année. Et il y avait la dernière chose, c'est que il y a une proposition de loi sur la limitation du droit de grève aussi qui est à l'étude. Donc moi, pour ma part, j'ai un train à prendre la semaine prochaine qui risque d'être annulé. Évidemment que ça me casse les pieds, mais je trouve que c'est compréhensible, d'autant plus que la SNCF est bénéficiaire. On parle de 1,6 milliard encore de bénéfices sur le dernier exercice. Donc oui, si j'étais salarié, je pense que je serais dans la même dynamique. Une grève, ça crée nécessairement des nuisances. C'est choquant. Oui, mais quand on peut avoir d'autres modalités, on les choisit. Vous dit qu'ils n'ont pas cherché ces autres modalités. En fait, vous rentrez comme dans le discours du ministre. En gros, les cheminots sont bêtes. Un jour, ils se lèvent, ils vont appuyer sur le bouton. On va faire... je vais rester poli, on va embêter tout le monde. À votre avis, il n'y aurait pas d'autres moyens? Mais qui vous dit qu'ils ne les ont pas cherchés? Ludovic soulève une question pas multiculturelle, la France, Philippe Bilger? Oui, et puis il a cité Henri Guénaud, donc c'est un ami, je ne peux que l'approuver, parce qu'une certaine culture cherche à nous imposer sa domination, comme on peut le penser aujourd'hui, et je dirais, il faut être clair, l'islam ou l'islamisme. Abel Bouilly. Oh là là, bon. Moi, je suis pas du tout d'accord. Bon, le communautarisme, c'est une problématique. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi y a-t-il du communautarisme? Avant de répondre à cette question, je suis désolé, la France est un pays multiculturel, même sans aller en dehors de l'Hexagone. Est-ce que la culture corse, c'est la même chose que la culture catalane? Est-ce que la culture catalane, c'est la même chose que la culture bretonne? Est-ce que la culture bretonne, c'est la même chose que la culture alsacienne? Je ne pense pas. Elles sont noyées dans la culture française. Ah bon, parce que les Corses n'ont pas des velléités d'indépendance? Si, vous allez en Bretagne, il n'y a pas des velléités là-bas? D'accord. Comme vous le dites très bien, des velléités. En Bretagne, je vous ai laissé parler. En Bretagne, vous savez que la langue bretonne est toujours enseignée à l'école, d'accord? Alors maintenant, quand vous dites islam et islamisme, il faut faire très attention à vos mots parce que vous vous inscrivez un petit peu dans l'erreur politique, que ce soit Bruno Retailleau qui dit abat le voile, que ce soit Éric Ciotti. Moi. Oui, mais tant mieux pour vous, mais moi je suis contre. Et je vous c'est le terme erreur, mon cher Abel, qui m'inquiète. Oui, mais quand on dit abat le voile, on met une cible dans le dos des femmes voilées. On a le droit d'être pour ou contre le voile de façon indépendante, de façon, on va dire, personnelle. Mais un responsable politique qui, dans une réunion, dit abat le voile parce qu'il est en campagne uniquement pour ça. Non. Je suis désolé. Vous pensez pas que c'est quelque chose qui est dangereux? Et maintenant, pour en revenir à cet aspect du communautarisme, pourquoi le communautarisme il existe? Quel est le politique qui va se lever pour dire que la lutte contre le racisme, la lutte contre les discriminations doivent être la lutte numéro 1 en France? C'est ça la réalité. Vous pensez que dans les quartiers populaires, les gens sont contents de vivre les uns sur les autres? Allez dans certaines cités, allez à Marseille, allez aux Chênes-Pointues à Clichy-sous-Bois, regardez l'état des immeubles dans lesquels on a fourgué les gens, on se dit mais comment est-ce qu'un être humain peut vivre dedans? Allez dire à ces jeunes qui voient en modèle des personnes qui ont des bacs plus 2, 3, 4, 5 se voir refuser des emplois à la hauteur de leur diplôme et être obligés de faire femme de ménage, même si je n'ai rien contre les femmes de ménage. Il faut parler de tout. Je les victimise pas. Moi je suis pas... Attendez, messieurs, vous savez très bien que je finirai juste sur ça. Et on finit là-dessus pour vous, Abel. Responsabilité citoyenne et jamais je ne victimiserai les gens. Réponse rapide de... que vous avez tendance à oublier la réalité de la discrimination. S'il vous plaît, messieurs. Elle existe en Mais France, mon cher Abel, lorsque Bruno Retailleau dit abat le voile, il a parfaitement raison. C'est une erreur. Parce que le voile n'est pas interdit. Attendez, port du voile, c'est un signe politique qui est vous très avez grave. demandé aux femmes voilées? Non, d'accord. Non, jamais. Et quand vous dites on cherche à nous imposer, moi je suis pas tellement d'accord. J'ai pas l'impression qu'on cherche. Moi c'est mon impression. C'est à vous, Abel Bouilly. Alors là aussi, le sujet est très très grave. Vous vouliez revenir sur le fléau de la prostitution des mineurs. On en parle notamment dans 3 départements ces derniers temps. Exactement, qui sont poursuivis par des familles pour un manque de protection justement. C'est qu'il y a un problème au niveau de l'ASE, au niveau des foyers. Le chiffre officiel parle de 15 à 20 000 mineurs qui se prostituent, mais le chiffre est très sous-évalué parce que entre les mineurs qui se prostituent de façon indépendante en ouvrant des comptes sur des réseaux sociaux et des mineurs qui se prostituent
reçu via des organisations criminelles, le chiffre il est beaucoup plus important. Pourquoi est-ce que je veux alerter sur ce sujet? Premièrement, parce que je suis content que les médias dits mainstream en parlent enfin, parce que ça fait des années qu'on essaie d'alerter, ça fait des années qu'on nous dit que l'on exagère, que ce n'est pas un fléau, que c'est pas tant que ça, alors qu'il faut réaliser que quand on parle de la délinquance des jeunes, le trafic de stupes, le trafic d'armes et la prostitution des mineurs marchent ensemble, et que la prostitution des mineurs est un des canaux qui fait le lit de la pédocriminalité en France. Et pourquoi je veux en parler? Parce que je veux faire une dédicace amicale et chaleureuse à tous ces collectifs de mamans qui voient leurs enfants sombrer justement dans la prostitution, qui essaient de mener des démarches administratives, voire judiciaires face à l'ASE et qui sont bloqués face à un mur. Je pense particulièrement à Jessie, qui est une maman qui a été poursuivie en justice par l'ASE. À tort, l'ASE a voulu la faire passer pour une mère folle qui était incapable de s'occuper de son fils. L'enfant s'est retrouvé en foyer et est tombé dans la prostitution dès l'âge de 13 ans. On n'imagine pas ce que vivent ces mamans, ces papas aussi, qui récupèrent leurs enfants lorsqu'ils arrivent à les faire sortir des réseaux de prostitution. Donc, pour finir mon propos... Problème aussi des familles d'accueil. Bien aussi, entendu aussi, qui des fois on peut retrouver de la violence. Alors quand je parle de l'ASE, je ne parle pas de tout le personnel, parce que comme partout, vous avez des bons et des imbéciles, vous avez des personnes exceptionnelles qui travaillent à l'ASE. Mais vous avez aussi, il faut le dire, des enflures. Vous avez des enflures dans l'administratif, vous avez des enflures parmi les éducateurs de foyer qui se fournissent en drogue des fois auprès des jeunes, qui abusent des fois des jeunes physiquement, voire sexuellement. Et je pèse mes mots, c'est des choses que l'on peut prouver. Donc vraiment, je suis content que ça vienne enfin sur la table, et j'espère que l'ASE va un petit peu arrêter de bomber le torse et accepter son aggiornamento pour sauver la vie d'enfants qui meurent tous les jours dans ces réseaux de prostitution. Merci Abel Boilly.